Bienvenue dans l'Africa Newsroom, votre émission de débat et d'analyse. On poursuit notre semaine, un spécial classe moyenne africaine. Le dossier du jour s'intéressera à leurs habitudes de consommation. Et au sommaire également de cette émission, 11 véhicules présumés appartenir au vice-président de la Guinée équatoriale ont été saisis par la justice suisse qui a ouvert une enquête à son encontre pour blanchiment d'argent. Le gouvernement équato-guinéen a réagi, c'était ce 7 novembre. Et puis le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, est en Côte d'Ivoire pour solliciter l'aide et le soutien du président Alassane Ouattara. Le pays manque en effet cruellement de fonds pour mettre en œuvre ses programmes de reconstruction. Ils sont avec nous autour de ce plateau, nos invités. Tout d'abord, Serge Dossouyavo, consultant en politique de développement. Monsieur Dossouyavo, bienvenue parmi nous. Merci à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs d'Africa 24. Un autre invité est consultant, auteur de Maîtriser les produits dérivés en partant de zéro. Monsieur Bell, bienvenue parmi nous. Merci. Bonsoir à nos téléspectateurs. Et notre éditorialiste, bien évidemment, Daouda Tal. Daouda, c'est un plaisir. Un plaisir partagé, Amira, et bonsoir à toutes et à tous. Et tout de suite, c'est l'info du jour. Près de 5 jours après la mise sous séquestration par la justice suisse de 11 véhicules de luxe présumés appartenir à Théodoran Nguema Obiang-Mangué, le vice-président de la Guinée équatoriale, le gouvernement équato-guinéen a réagi par la voix de l'un de ses ministres et a dénoncé ce qu'il qualifie de campagne de désinformation à l'encontre du vice-président de la Guinée équatoriale. C'est un reportage de notre correspondant Serge Kofi. Le gouvernement équato-guinéen sort de son silence après la saisie par la justice suisse des 11 véhicules de luxe déclarés appartenir au vice-président Théodoran Nguema Obiang-Mangué. Malabo dénonce une manipulation des institutions françaises et suisses pour influencer le tribunal international de La Haye, sollicité dans l'arbitrage du contentieux qui oppose la Guinée équatoriale à la France. Selon le porte-parole du gouvernement équato-guinéen, les véhicules saisis n'ont aucun lien avec Théodoran Obiang-Mangué. C'est la propriété, selon lui, d'une société équato-guinéenne d'import-export. Il y a une campagne absurde de désinformation par rapport à la saisie de plusieurs véhicules de luxe soi-disant appartenant à notre vice-président en Suisse. Ces voitures n'appartiennent pas au vice-président. Elles appartiennent à une société équato-guinéenne. Nous exigeons le retour immédiat de ces véhicules à la société équato-guinéenne qui en est l'authentique propriétaire. Dans ce communiqué, la Guinée équatoriale appelle la Suisse à la neutralité et au respect de sa souveraineté. Le gouvernement de la Guinée équatoriale dénoncera toutes les manipulations et conspirations devant les organisations internationales, devant l'opinion publique et la presse internationale. Nous rappelons à la France que notre pays est complètement souverain et que nous n'admettons aucune tentative de domination néocolonialiste telle que les Français ont toujours voulu le faire à notre pays avec des actions comme celle-là dont l'objectif réel est de déstabiliser notre pays. Le 3 novembre 2016, la justice genevoise a procédé au séquestre de 11 véhicules de luxe déclarant qu'elle appartenait à Théodoran Nguema Obiang, vice-président de la Guinée équatoriale. Les autorités suisses soupçonnent ce dernier de blanchiment d'argent et de corruption. Les voitures ont été saisies sur le tarmac de l'aéroport de Genève. Le ministère public genevois a donc ouvert une procédure pénale à l'encontre du vice-président de la Guinée équatoriale pour blanchiment d'argent et a dans ce cadre saisi 11 de ces véhicules. Monsieur Dossouyavo, comprenez-vous l'initiative de la justice suisse ? Vous savez que les vagues d'interrogations concernant tout ce qui est bien mal acquis a été lancée il y a quelques années déjà. Il y a pas mal de pays qui sont concernés, dont la Guinée équatoriale. Si la justice suisse pose un acte, elle a certainement des raisons. Ce que je ne comprends pas entièrement, c'est cette manière de procéder directement. Parce qu'il faut voir, est-ce qu'on traite les pays d'égal à égal véritablement? Je pense que un bien qui appartiendrait à un responsable d'un grand pays, comme on les appelle, n'aura pas été ainsi de cette manière, dans cette procédure. Je crois qu'il y a une démarche. Bon, après, je ne suis pas juriste, donc je ne connais pas la méthode qu'ils ont employée, je ne saurais la qualifier. Mais je pense que la Guinée équatoriale est un pays souverain et qu'il appartient à toutes les justices
de les considérer ainsi, de ne pas considérer certains comme petits pays et d'autres comme grands pays, et d'en déduire donc la manière dont on doit discuter avec ces pays. Monsieur Bell, pourquoi la justice suisse se saisit-elle d'affaires qui ne concernent a priori que la Guinée équatoriale? De mon point de vue, c'est une affaire qui dépasse largement le cadre de la Guinée équatoriale. On sait qu'effectivement, comme l'a rappelé précédemment mon collègue, la France a déjà tenté, notamment des associations en France, ont tenté des actions en justice contre la famille Obiang. Donc la justice suisse a estimé qu'il était de son ressort de creuser un petit peu plus dans ce dossier. Il faut voir que on parle ici d'un pays quand même de moins d'1 million d'habitants qui possède un PIB de près de 10 milliards. Donc c'est quand même un pays relativement riche si on rapporte au nombre d'habitants. Donc il y a énormément d'argent qui circule et si l'argent est utilisé de façon non appropriée, effectivement, les gens sont en droit de se poser la question de l'origine des fonds et de l'utilisation surtout des fonds. Monsieur de Souyevo? Ceci dit, il faut quand même dire que c'est une information judiciaire qui est ouverte. Il n'a pas encore été condamné, il n'a pas encore été reconnu coupable. Donc voilà, je pense qu'il faut savoir pour toute proportion gardée pour le moment et voir jusqu'où ça va aller et s'ils ont eu des éléments probants avant d'engager ce genre de procédure. Oui, parce qu'on rappelle que la Guinée équatoriale a annoncé que ces véhicules n'appartenaient pas au vice-président, mais à des sociétés équato-guinéennes, ce qui n'est pas du tout la même chose. Daouda, on a la Suisse actuellement, mais il y a la France et les États-Unis qui ont dirigé des enquêtes dans le cadre de l'affaire que nous avait rappelé M. de Souyevo, l'affaire des biens mal acquis, contre la famille au pouvoir en Guinée équatoriale à la suite de plaintes répétées par des ONG, notamment des ONG françaises. Le pouvoir équato-guinéen accuse donc ces trois pays, la Suisse, la France et les États-Unis, d'ingérence. Comprenez-vous cette accusation? Bon, alors, dans un premier temps, ce qui semble étrange quand même, c'est que ce sont les ONG, comme vous le rappelez, en l'occurrence Transparency International et Sherpa. Et donc, ce qui est étrange, c'est que ce ne sont pas véritablement des organisations africaines au sens ou africaines réellement qui s'occupent de ces affaires-là. Et donc, je pense que là, il y a lieu de s'interroger. Maintenant que la France ne veuille pas servir d'endroit de recel pour des biens mal acquis, ça, c'est dans l'arsenal juridique français, ça peut se comprendre. En même temps, il faut aussi écouter l'autre partie, c'est-à-dire que quand vous saisissez... en 2012, il y a eu une saisie de véhicules à Paris, il y avait en différence, et puis même la perquisition dans un immeuble qui était classé normalement zone diplomatique, la France a contesté, etc. Aujourd'hui, la Suisse est dedans. Bon, moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a un certain acharnement. Et un certain acharnement parce que des biens mal acquis, si on cherche dans la France, à mon avis, il ne faut pas juste indexer la Guinée équatoriale. Donc il faut un traitement équitable aussi des choses. Et puis bon, quand vous dites que la justice française, la justice suisse en l'occurrence, dit que ces véhicules appartiennent à une personne, cette personne dit elle ne m'appartient pas, à mon avis, il y a lieu quand même de pousser un petit peu plus dans le fond pour savoir, mais on ne peut pas pour l'instant attribuer... Finissez rapidement, Daouda. Voilà, on ne peut pas attribuer le caractère mal acquis à des biens dont la personne ne revendique pas sa propriété. Et surtout qu'on sait que l'affaire des biens mal acquis concerne trois pays qui sont étrangement issus du continent africain. Monsieur de Souyevo, est-ce que vous reprendrez le terme qu'a utilisé Daouda? Est-ce qu'on peut parler d'acharnement contre les dirigeants du continent africain? Oui, je pense aussi, le cas de la Guinée équatoriale, surtout parce que c'est un pouvoir qui n'est pas classique dans ce pays. C'est une famille qui est au pouvoir, il y a beaucoup de personnes qui sont liées au chef de l'État, mais ça ne justifie pas. Je pense que si les Suisses... tout à l'heure, vous rappelez le cas de la France n'y s'y a pas pris de la même manière. Ce sont des organismes, des organisations de la société civile qui ont pris le devant des choses, alors que là, les Suisses, c'est eux-mêmes qui prennent le devant des choses. Donc je pense que oui, on peut parler d'acharnement, reste à voir maintenant s'il est fondé et justifié.
C'est fini, Daouda, mais je vous laisse vraiment 10 secondes. Allez-y, top départ. 10 secondes, bon, évidemment, mais il faut rappeler quand même que la corruption, nous sommes tous contre en Afrique. Donc, voilà, l'acharnement ne veut pas dire que tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Mais là, en l'occurrence, c'est quand même assez étrange de vouloir attribuer des biens à une personne qui vous dit soit ça ne m'appartient pas, soit je l'ai gagné par des affaires privées. Bon, ça pose problème. Et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en visite ce 8 novembre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Plusieurs objectifs à cette visite, solliciter le soutien financier de la BAD, la Banque africaine de développement, dont le siège est depuis peu de nouveau à Abidjan, mais également demander le soutien de la Côte d'Ivoire dans les projets de reconstruction de la Centrafrique et s'en inspirer. Bien évidemment, c'est un sujet d'Oumou Kelsomba. Faustin Archange Touadéra, le président de la République de la Centrafrique, a effectué ce lundi 8 novembre 2016 une visite officielle de travail en Côte d'Ivoire. Objectif, solliciter le soutien de son homologue Alassane Ouattara dans les aboutissements des chantiers de reconstruction de son pays, fragilisé par des années de crise sociopolitique. Un autre motif de la visite, s'inspirer du modèle économique du premier producteur mondial de cacao afin d'attirer les bailleurs de fonds et les investisseurs internationaux. La République centrafricaine est en train de sortir d'une crise. Nous allons entamer donc un processus de désarmement, de réconciliation nationale, de cohésion sociale. Ce que vous avez connu, la Côte d'Ivoire a connu, et le peuple ivoirien, avec beaucoup de résilience, a pu sortir de cette situation. Nous voulons tirer l'expérience du DDR qui s'est déroulé ici avec beaucoup de succès, et aussi sous votre leadership avec la réconciliation nationale qui aujourd'hui fait que la Côte d'Ivoire renoue avec le développement, avec tout ce que nous avons vu. La Côte d'Ivoire et la Centrafrique ont toujours entretenu des relations diplomatiques solides. Le chef de l'État ivoirien Alassane Dramane Ouattara salue la visite du président centrafricain et estime qu'elle va raffermir les relations entre les deux pays à travers une coopération multisectorielle mutuellement avantageuse. Ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Et comme vous le savez également, nous avons fait des progrès importants au plan économique. Nous venons de faire un pas essentiel en matière politique avec la mise en place d'une nouvelle constitution dans les tout prochains jours. Le retour de la paix, la relance de l'économie sont les objectifs de Faustin Archange Touadéra. Pour les atteindre, il compte sur le soutien des institutions multilatérales, notamment la Banque africaine de développement. D'ailleurs, il envisage de prendre part à la conférence des bailleurs de fonds qui se tiendra ce 29 novembre 2016 à Bruxelles. Alors la Centrafrique peut s'inspirer du modèle économique de la Côte d'Ivoire, bien évidemment, qui multiplie les performances. De ce côté-là, on ne va pas rappeler les taux de croissance, mais aussi de la manière, Daouda, dont le pays a réussi à sécuriser son territoire. Aujourd'hui, plus aucune milice armée ne connaît d'exactions. En Côte d'Ivoire, ce n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Ce n'était pas le cas il y a quelques années et je trouve que cette visite est une bonne chose. Ça renforce la coopération sud-sud, ça renforce l'échange de bonnes pratiques entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, et je pense qu'il faut, la République centrafricaine, je pense qu'il faut aller vers ça au niveau africain, beaucoup plus. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant, je relève quand même qu'il y a deux situations qui me semblent différentes. Parce que la Côte d'Ivoire, il y avait une rébellion, il y avait une situation qui était un petit peu bizarre pendant les élections, on ne va pas rappeler tout ça effectivement, mais donc à partir du moment où Alassane Dramane Ouattara a pris le pouvoir en tant que président de la République, l'armée l'a rejoint. L'armée officiellement. Et ensuite, les rebelles qui étaient armés étaient aussi de son bord. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. C'est un petit peu plus facile que de désarmer. La Centrafrique, on est dans un scénario complètement différent.
Parce que là, on a des groupes armés qui se battent parfois entre eux et il n'y a pas véritablement une armée nationale qui est en place et qui est capable de désarmer, etc. Donc, je ne pense pas que la solution miracle ivoirienne puisse fonctionner en République centrafricaine, mais quand même, en termes de réconciliation, etc., l'expérience ivoirienne, et puis même sur le plan économique, est à prendre. Alors, Monsieur Dessouyo, très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Hein. De quelle manière la Côte d'Ivoire peut aider la Centrafrique dans son projet de reconstruction? Non, je crois qu'il y a deux manières. Monsieur Tall a abordé la première question qui concerne comment sécuriser, hein, parce que la sécurité, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas de sécurité chez vous, les investisseurs ne viennent pas, les populations locales ne sont pas tranquillisées, donc rien ne peut se faire. Maintenant, je crois qu'il y a un autre axe que la Centrafrique peut exploiter, peut tirer comme leçon de la Côte d'Ivoire, c'est tout ce qui a été financement après de la période post-crise. D'où est-ce que les soutiens financiers sont arrivés, la Côte d'Ivoire peut servir de caution, peut servir d'ouverture pour la Centrafrique. Il peut même y avoir des accords entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique sur certains sujets, sur certaines infrastructures, sur certains chantiers. Donc je crois que voilà, il y a aussi cet acte économique et financier sur lequel la Centrafrique peut tirer un réel apport de l'expérience ivoirienne. Monsieur Bell, très rapidement. Oui, je souscris totalement. Effectivement, on sait très bien que le président Ouattara a un passé de banquier. Hein. Il a ses entrées dans les grands, auprès des grands investisseurs internationaux. Donc c'est effectivement une caution non négligeable pour un pays en reconstruction qu'est la Centrafrique. Et également au niveau de la Banque africaine de développement qui, d'après les informations qu'on a, c'est le prochain arrêt du président de la Centrafrique. Et bien sûr, comme l'a rappelé mes prédécesseurs, l'expérience de la guerre et de la reconstruction de la Côte d'Ivoire peut également servir à ce pays en reconstruction. Et c'est l'heure de marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite.